comment faire pour cicatriser lorsqu'on souffre de la rectocolite et qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, que ce soit prise de cortisone, immunosuppresseur, Pentasa, combothérapie, trithérapie, enfin la totale, et que malgré tout, on saigne toujours et qu'on n'en peut plus. Si tu souffres de rectocolite, je te conseille de t'armer d'un stylo et d'un bloc-notes parce que dans cette vidéo, je vais te livrer une foule d'informations qui sont assez denses, mais au moins tu en ressortiras gagnant parce que je vais t'enseigner énormément de choses de la méthode Tilara pour amener ton côlon à cicatriser en plus de ce que tu fais probablement déjà. C'est parti! Tout d'abord, dans la méthode Tilara, le principe fondamental de base, et je le répéterai jamais assez, c'est que on n'éteint pas un feu avec du feu. Dans le sens où je te recommande de cuisiner avec des cuissons aqueuses. Par aqueuse, je sous-entends cuisson vapeur ou à la marmite, à la casserole avec de l'eau. Si tu connais quelqu'un qui souffre de la rectocolite, eh bien je te conseille de lui envoyer cette vidéo. Alors pourquoi c'est si important dans la philosophie de Tilara? Eh bien, alors en effet, souvent dans les régimes, on focalise beaucoup sur ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, et basta, ça s'arrête là. L'ennui, c'est que si tu manges une courgette cuite à l'eau, à la vapeur, au four, à la poêle ou au micro-ondes, eh bien l'impact dans la philosophie de Tilara ne va pas être le même dans ton microbiote. Dans la philosophie de Tilara, il va y avoir un impact différent pour chaque mode de cuisson. Et parmi tous ces modes de cuisson qui existent, d'ailleurs y compris le crudivorisme qui est un mode de non-cuisson finalement, eh bien la philosophie de Tilara encourage vraiment de privilégier les cuissons aqueuses. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, et là j'ai pas inventé la roue, c'est qu'on n'éteint pas un feu avec des combustibles, on éteint un feu avec de l'eau. Et c'est la même chose dans ton corps, ça répond à la même logique. Donc la chose de base, c'est pas vraiment ce que tu vas manger, c'est comment tu vas préparer ce que tu vas manger. Si tu commences à cuire et à ajouter des combustibles dans ton feu préexistant qui se trouve au niveau du côlon, eh bien forcément ça va alimenter l'inflammation. C'est une inflammation parce que c'est enflamme. C'est enflammé, il y a des flammes, il y a du feu. Et donc, en commençant à manger ce que j'appelle des combustibles, c'est-à-dire des huiles chaudes, des graisses chaudes, eh bien, t'as beau manger sainement, ces choses saines vont quand même attiser le feu à l'intérieur de toi. Et c'est pour cette raison aussi que dans cette chaîne, je n'arrête pas d'insister sur le fait que ce n'est pas parce que c'est sain que c'est soignant. Il y a un amalgame dans la société actuelle. Sain ne veut pas dire soignant pour tous. Il y a des choses saines qui ne vont pas te convenir et il y a des choses moins saines qui vont mieux te convenir et c'est tout à déconstruire. Et c'est là où intervient vraiment mon approche anthropologique, c'est de déconstruire un petit peu toutes les catégories et c'est pour ça que je suis ni naturopathe, ni diététicienne, ni nutritionniste et ni médecin. Je suis anthropologue de la santé, anthropologue médical spécialisée dans l'accompagnement nutrithérapeutique, notamment de la rectocolite. Et j'ai fondé la méthode Tilara pour la rectocolite et je me suis rendu compte a posteriori qu'il y avait aussi un impact très positif pour la maladie de Crohn. La méthode Tilara, elle s'appelle méthode et non pas régime parce que elle inclut 3 dimensions. Premièrement, il y a la dimension purement alimentaire, je dirais nutrithérapeutique, donc la thérapie par les nutriments, par ce que tu vas manger et comment tu vas manger. Deuxièmement, il y a la dimension de la rééducation du côlon. Ça veut dire tous les à côté du pilier alimentaire. Ça comprend le biorhythme du côlon notamment. Tu verras, je vais t'expliquer dans cette vidéo que ton côlon, il a son propre rythme à lui. Et lorsqu'il est malade, eh bien, c'est d'autant plus important de respecter son propre rythme. Lorsqu'il n'est pas malade, effectivement, on peut imposer son rythme à son côlon. Par exemple, on peut ignorer certaines demandes du côlon et les repousser un peu plus tard, des choses comme ça, on va le voir tout à l'heure. Donc la méthode Tilara, elle comprend la partie rééducation du côlon, qui comprend en fait beaucoup de facteurs environnementaux à côté du facteur purement alimentaire. Et puis le troisième pilier de la méthode Tilara,
en fait, a trait à la reprogrammation du côlon. Parce qu'il y a une partie dans cette approche, il y a une partie qui est liée à une sorte de psychosomatique, comme si le côlon développait un fonctionnement qui lui était propre quand il est malade, comme s'il y avait une dissociation psychique entre la personne et son côlon lorsqu'elle est en état de poussée. En gros, le côlon n'en fait qu'à sa tête et on n'arrive plus à avoir prise sur son côlon, on n'arrive plus à rien contrôler. Et c'est vrai que c'est extrêmement anxiogène. Donc cette partie, ce pilier numéro 3, il va chercher à récupérer ce côlon qui est complètement en folie et en panique et va essayer de le raisonner. Et c'est pour ça que je propose de murmurer des suggestions de récupération, de régénération à ce côlon. Et ça donne les fameuses auto-hypnoses que je propose sur cette chaîne, qui pour moi sont aussi déterminantes que la nutrithérapie Ptilara ou la rééducation. Voilà, ça donne une espèce d'ensemble qui fait que voilà, je propose d'accompagner les personnes atteintes de la rectocolite de cette manière-là. Et tu peux vraiment y trouver l'essence de la méthode Ptilara sur cette chaîne YouTube. Donc si tu souffres de troubles du côlon, même si tu n'as pas la rectocolite, mais disons si tu as des diverticules, ça concerne aussi cette pathologie. Donc apprenne-toi vraiment et puise certains éléments dans cette chaîne. Ça pourrait vraiment beaucoup t'aider. Alors par rapport au principe numéro 1 qui est celui de cuisiner le plus à l'eau, qui lui-même débouche naturellement sur le principe numéro 2, c'est-à-dire d'éviter les graisses animales et les graisses cuites, eh bien ça c'est un aspect qui est capital et qui est souvent incompris et qui peut donner lieu à certaines maladresses. Par exemple, il y a des personnes qui me disent non, mais moi Lara, je cuisine Ptilara, pas de souci, même que je mange du ghee, je cuisine au ghee. Et alors en fait, le ghee, ça reste quand même une graisse animale cuite et selon le stade dans lequel tu te trouves, donc dans ma nomenclature, j'ai les stades du stade 1 au stade 4, sachant que le stade 1 pour moi est le stade le plus grave et je vois les choses dans le sens de l'amélioration, moi, hein, pas dans le sens de la détérioration, c'est le contraire. Donc le stade 4, c'est quand on a passé tous les stades d'amélioration des symptômes et qu'on arrive au pays de la rémission. Et selon cette vision-là, eh bien, les graisses animales cuites, par exemple le beurre cuit, le ghee cuit, certains fromages mangés cuits vont être vraiment pires que manger non cuit. Voilà, je dirais pas forcément cru. Parce qu'il faut savoir que quand on a une rectocolite, on n'a plus vraiment les enzymes qui fonctionnent correctement et on va être encore plus réactif aux bactéries crues. Par exemple, le lait cru, le beurre cru, enfin le beurre froid, c'est pas pareil que le beurre cru, hein, mais le beurre au lait cru ou le lait cru, le fromage au lait cru, ça peut être assez compliqué. Hein. Tout ce qui est crudité, il y a, comment dire, chez certaines personnes que la rectocolite, ça va passer, puis chez d'autres, elles vont avoir ce que j'appelle du mucus, hein, c'est-à-dire une réaction du côlon qui va... elles vont avoir des envies affécales, des envies d'aller aux toilettes sans faire de la matière. Hein. Elles vont faire autre chose, mais tout sauf ça. Ce sera plutôt du sang et des glaires, hein, du mucus. Bref, donc fermeture de la parenthèse. Donc le deuxième principe, c'est vraiment d'éviter toutes les graisses animales cuites. Alors pour cuisiner, la méthode Ptilara, elle se veut vraiment omnivore. Elle cherche à... comment dire, elle cherche à éradiquer le moins possible de choses en termes de catégories. Donc toutes les grosses catégories alimentaires, elles subsistent. Maintenant, elle va prendre le nectar de chaque catégorie alimentaire. Et le but ultime en fait de cette méthode, c'est d'imiter le jeûne tout en fournissant de la matière à manger. C'est-à-dire, on a souvent remarqué que quand on met le côlon à la diète, entre guillemets, eh bien, comme par hasard, il va se calmer. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus sollicité, hein, il n'est plus stimulé à travailler. Et du coup, une personne qui normalement en temps de poussée va 10 à 20 fois par jour aux toilettes, lorsqu'on la met sous nutrition parentérale, comme par hasard, ça va chuter la fréquence. Parce que tout à coup, le côlon, eh bien, il a l'espace pour se recycler, pour se régénérer lui-même quand il n'a plus à travailler pour la digestion, étant donné qu'il ne peut pas rester inactif parce que c'est le principe de la vie avec un grand V, eh bien, il va travailler à sa propre restauration. Et c'est vraiment ça le but de la méthode Ptilara. Et je ne peux pas dire que la méthode Ptilara guérit les gens, mais elle induit les gens, enfin, elle induit le côlon des personnes
à se guérir lui-même. Voilà comment je perçois les choses. Donc, il faut considérer que lorsqu'on est en poussée de rectocolite, déjà le côlon, il est une personne qui naît avec la rectocolite, c'est un petit peu comme une personne qui naît dans le Pacifique. Elle naît dans une région qui est située dans une ceinture de feu. Voilà, dans le code génétique, c'est inscrit que la personne a la rectocolite, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une action sur la manifestation, sur l'expression du gène. En gros, on peut faire en sorte qu'on vive avec une rectocolite silencieuse toute sa vie, pour autant qu'on comprenne bien le mécanisme de la rectocolite. Alors, il y a encore une part d'inconnu, c'est sûr, mais cette chaîne, elle est vraiment dévolue à ce que je vous livre en fait. Mes découvertes, mois après mois, de terrain sur cette maladie en particulier, et je me suis rendu compte que souvent les personnes qui viennent avec d'autres troubles du côlon, eh bien, ils bénéficient des mêmes résultats positifs que ceux qui me consultent juste pour la rectocolite. Donc ça vaut la peine aussi, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle le côlon en vacances. C'est vraiment l'idée d'apporter du répit, le plus possible de répit à ton côlon pour qu'il puisse se régénérer. Lorsqu'une personne naît avec la rectocolite, donc elle naît un petit peu comme dans le Pacifique avec une ceinture de feu, et la rectocolite, elle fonctionne comme, je dirais, c'est une catastrophe naturelle qui, au lieu de se manifester à l'extérieur du corps, elle se manifeste à l'intérieur du corps, dans un espèce de microcosme, un petit monde, qui est le microbiote intestinal au sens large, notamment le côlon et le rectum, parfois même l'anus. Et le truc, c'est que lorsque ce séisme en fait sévit, lorsque cette catastrophe naturelle sévit, pour moi, elle est un mélange c'est un peu le mélange d'un tsunami et d'un volcan. Le tsunami parce que tout à coup, le côlon il est envahi d'eau, il n'arrive plus à trier l'eau de la matière fécale, et puis finalement il fait plus que n'importe quoi. Et donc les sorties sont essentiellement liquides. Et puis il y a un mélange de feu parce que en fait, véritablement, il y a ulcération, il y a des crevasses, il y a toute une réaction chimique qui pour moi me fait vraiment penser à un volcan sous-marin. Hein, c'est vraiment l'idée du volcan à l'intérieur, dans les profondeurs marines. Et donc, selon la méthode Tilara, il est tout à fait possible de vivre avec ce volcan sous-marin en inactivité tout le reste de sa vie. Mais pour ça, il faut vraiment d'abord comprendre comment ça fonctionne en général et comment sa propre rectocolite fonctionne. Parce qu'on a des signatures de rectocolite. Et c'est aussi pour cette raison que certaines personnes, voilà, elles ont visionné ma chaîne, ou bien elles estiment qu'elles n'ont pas le luxe d'avoir le temps de regarder toutes les vidéos et de prendre des notes, et puis elles se disent non, moi je vais aller droit au but, j'appelle Lara, et donc elles me contactent, ou elles vont sur mon site et elles réservent une consultation. Ou bien c'est des personnes qui se disent non mais moi je suis trop différente des autres rectocolites, personne ne comprend rien à mon cas, j'ai besoin d'un suivi personnalisé, donc du coup elles m'appellent aussi. J'ai en général ces deux cas de figure. Mais vraiment de comprendre qu'il y a aussi des signatures de rectocolite. Donc moi je livre sur cette chaîne les grandes clés de la méthode Tilara, mais après il y a une personne, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que mon mari a la rectocolite probablement, et qu'il s'en est remis juste avec la méthode Tilara et qu'il est en autogéré. C'est pas pour autant que je recommande à tout le monde d'être sans médication. Au contraire, hein, moi, mon mari, voilà, il a à portée de main, donc quelque part, il est sous contrôle. Hein, mais c'est juste pour dire que il y a lui, par exemple, Christophe, il supporte pas les pommes. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est propre à la maladie. Parce que j'ai beaucoup d'autres patients qui peuvent consommer des compotes de pommes sans avoir de symptômes. Donc ça, c'est vraiment sa signature à lui. Donc l'idée, c'est aussi de découvrir, de comprendre quelle est ta signature à toi de rectocolite. Une fois que tu la connais, eh ben en fait, ta vie, elle commence à être tranquille, balisée. Parce que tu te connais si bien que tu peux continuer de vivre un long fleuve tranquille, ta vie, voilà, voyager, découvrir des nouvelles choses. Tu vois arriver à des kilomètres tes poussées, tu les vois arriver bien avant qu'un gastro-entérologue parce que tu as appris à décoder les signes avant-coureurs. Bon, peut-être que les gastros savent en fait, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas le savoir avant toi. Donc ça, c'est vraiment des choses, c'est la proprioception qui va te le dire. C'est vraiment la sensation interne
de tes propres organes. Et ça, c'est pas le gastro-entérologue qui va pouvoir t'en parler. À partir du moment où tu as compris que qu'il y a un volcan sous-marin, que tu cohabites en fait avec un volcan sous-marin dans cet organisme, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont maintenir ce volcan dans son état de sommeil. Une chose capitale, une troisième chose capitale, c'est de comprendre que lorsque tu es en poussée, tu devrais te comporter comme si tes intestins, ton côlon, était celui d'un bébé de 6 mois. Et à un bébé de 6 mois, on va pas lui servir des pois chiches, des légumineuses. On va pas lui servir une purée de haricots verts, forcément, parce que c'est quand même très filandreux, ou des choses comme ça. On va quand même lui servir des choses résolument digestes. Et bien pour toi, c'est à peu près pareil. Alors, qu'on se méprenne pas, je te recommande pas de manger des soupes, surtout pas, parce que là, on est déjà dans une forme de... La soupe, en fait, quelque part, elle est assez trompeuse. Parce que si tu resolidifies tous les légumes qui ont composé ta soupe, en temps normal, jamais tu aurais consommé tous ces légumes pour ton repas. Donc, il y a déjà une notion d'exagération. Et la méthode Pilara, elle prône le retour à l'équilibre et à la simplicité. Vraiment la voie du milieu. Dès que tu sors des cadres, dès que tu pars dans une forme d'exagération, quelle qu'elle soit, même avec des aliments sains, c'est too much pour le côlon et très vite il peut déclarer forfait en fait. Très vite il peut se mettre en sorte de burn-out parce qu'il grille en fait. Il grille. Il est en burn-out au sens propre. Il n'arrive plus à gérer toute cette matière qui passe et puis du coup il lâche les armes et il fait n'importe quoi. Et ensuite c'est tout un travail pour le récupérer. L'avantage c'est quand tu vois arriver à des kilomètres ta poussée ou ta micro-poussée, tu n'as pas besoin de réparer les dégâts après. Tu n'as pas besoin d'éteindre le feu. Tu le coupes. Tu coupes directement les symptômes, point barre, on passe à autre chose et ta vie, elle est tranquille à ce niveau-là. Et ça, ce plan-là, si ta vie est tranquille à ce niveau-là, c'est que ta vie, elle sera toujours tranquille. Parce que quelque part, il n'y a rien de plus important au monde que de sauver tes fesses et sauver ton ventre. Bon, peut-être ta tête aussi, mais puisque c'est lié, ça tombe bien. Mais rien n'est plus important au monde. Si tu veux être un bon père, une bonne épouse, un bon voisin, un bon employé, un bon patron, un bon entrepreneur, il faut que tu sois bien dans ton ventre. C'est capital. Donc, c'est ton moteur. Si le moteur, il péclote, tout le reste va pécloter. Même les rapports avec les autres vont être biaisés parce que ce sera pas ton humeur véritable. C'est l'humeur d'un côlon malade en fait. Ton système nerveux il est à la ramasse parce que tu dois te lever la nuit pour aller déféquer. Donc ça va déteindre sur ta relation avec ton environnement direct. Donc il n'y a rien de plus important au monde que ça. À partir du moment où tu comprends que la méthode Pilara, tu peux la déployer et qu'elle reste provisoire et qu'une fois que tu es rétabli, tu peux retourner à une vie avec une marge de manœuvre presque quasiment celle d'avant. Je dis quasiment parce que c'est pas tout à fait vrai, mais presque. Mais ça s'apprend. Eh bien, à partir du moment où tu comprends ce mécanisme, tu as gagné ta liberté. Un dernier point important de l'aspect purement alimentaire de la méthode Pilara, je peux pas être complètement détaillée et si tu veux vraiment avoir tous les détails, je te recommande de simplement commander la box Mon côlon au calme où là tu as absolument tout. Tu as la liste des aliments Pilara, la supplémentation que je suggère, des recettes vidéo, des vidéos qui sont inédites, enfin bref, tu as vraiment tout. Mais moi je me suis dit, je veux quand même livrer l'essence de la méthode Pilara dans cette vidéo ici, que cette vidéo soit vraiment centrale. Donc un dernier point qui est capital, c'est l'histamine. Alors l'histamine, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est connu par rapport à cette pathologie. On va mobiliser l'histamine, par exemple, on va s'y référer quand on parle d'allergie environnementale, des choses comme ça. Un peu moins de nourriture, on va parler d'histaminose. Mais moi, dans mes recherches de terrain, j'ai remarqué souvent que les personnes qui souffrent de rectocolite et qui sont en état de poussée développent une sensibilité accrue à l'histamine présente dans les aliments. Et oui, dans les aliments, il y a aussi de l'histamine. Alors, dans tout ce qui est... L'histamine, c'est tout ce qui a été fermenté. Donc, tu vas t'en douter. Quel aliment comporte beaucoup d'histamine, à ton avis? C'est le fromage. Alors, heureusement, pas tous. Certains fromages, en fait, quand même la plupart,
des fromages affinés, hein, puisqu'ils ont mûri pendant des mois et des mois, certains même pendant plusieurs années, en tout cas une année, ça c'est sûr. Et donc ceux-là sont éminemment riches en histamine, et donc l'histamine n'est pas le déclencheur de la poussée, mais elle va grandement participer, elle peut induire une poussée au contact d'autres événements parallèles. Mais elle en fait vraiment partie. Donc ces personnes, souvent quand elles suppriment l'histamine de leur alimentation de manière provisoire, hein, c'est très important, eh bien elles ressentent un soulagement quasi immédiat. Par exemple, alors comment savoir si on est sensible à l'histamine? Typiquement si tu as de la peine à supporter les œufs, ou si tu as de la peine à supporter les abats, quand tu es en poussée, hein, je dis par exemple, tu consommes un abat et puis tu vas remarquer que tu vas saigner, ou alors tu vas saigner plus que d'habitude, ou que tu vas avoir du mucus, des choses comme ça, ou tu vas aller plus souvent aux toilettes après. Ça c'est typiquement une sensibilité à l'histamine. Il y a aussi de l'histamine dans tout ce qui est fermenté, mais il y a aussi le monde végétal comporte aussi de l'histamine. Si tu réchauffes un plat, quelque part, le plat il va s'histaminiser parce qu'il y a les bactéries qui vont commencer à composer ce plat, les mauvaises bactéries. Donc voilà, faire attention vraiment à l'histamine. Alors pour ça, il y a aussi toute une marche à suivre. Regarde peut-être cette vidéo-là en parle, notamment l'histamine du fromage, mais si tu veux encore mieux comprendre le fonctionnement de l'histamine, eh bien, ou bien tu peux prendre rendez-vous avec moi pour une consultation, ou alors simplement tu regardes la box Mon Côlon Calme, ou bien tu mènes des enquêtes. Au moins je te donne la piste. Il est vrai qu'il existe une fiche que je donne aux personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Il y a une fiche qui liste en fait de manière hyper détaillée les aliments qui sont riches ou pauvres en histamine. Et cette fiche est extrêmement complète, elle va jusqu'aux exhausteurs de goût, ça va vraiment très loin. Si ça t'intéresse, t'as qu'à regarder dans le lien que je te mettrai dans la description. Tu peux me laisser ton adresse email pour que je te l'envoie. Et si tu ne souhaites pas laisser l'adresse email parce que c'est ton droit le plus strict, eh bien fais des recherches pour avoir une fiche de cet ordre-là. Moi, ça fait longtemps que je travaille avec cette fiche en parallèle et je trouve qu'elle est vraiment fiable et vraiment bien construite. Puis, il y a des personnes qui veulent même pas la fiche, elles veulent juste simplement donner leur email pour accéder à la communauté Petit Lara et simplement mieux comprendre quelle est cette philosophie, comment elle fonctionne et accéder aussi à des œuvres que je mets pas sur le site. Donc bref, si tu veux faire partie de la communauté Petit Lara, eh bien, tu auras aussi le lien en description. Toujours est-il que ça, c'est pour la partie alimentaire. En gros, maintenant, on va passer à la partie qui concerne ce que j'appelle la rééducation du côlon. Parce que le côlon se rééduque. En tout cas, selon la philosophie, il a son propre biorhythme. Et si on ne respecte pas ses horaires à lui, lorsqu'il est malade, il va être ronchon. C'est-à-dire qu'il va grommeler. Il va manifester un dérèglement, ou on peut appeler ça un mécontentement. Moi, j'ai tendance à anthropomorphiser en fait le côlon, simplement pour mieux faire comprendre aux patients le message. Et souvent, c'est vrai que c'est comme ça que c'est mieux entendu. Par exemple, le côlon, pour les personnes qui ont la rectocolite, est extrêmement sensible le matin. Le matin, je dirais, il faudrait quasiment pas y toucher. Il est extrêmement réactif. Hein. Un simple verre d'eau ou un simple jus ou un simple thé le matin peut amener la personne à courir aux toilettes. Et là, elle va se dire, non mais c'est pas possible, je suis stressée, mais qu'est-ce qui se passe avec ce côlon? C'est même pas mon côlon, puisque le temps que je boive, c'est pas directement arrivé au côlon. Eh bien, en un certain sens, oui. Je pense que, pour moi, le côlon, et je l'ai toujours dit, le côlon et l'estomac sont mariés. C'est pour ça que sur cette chaîne, je parle beaucoup du côlon, mais il y a aussi pas mal de vidéos qui font résonance avec l'estomac. Même si la chaîne s'appelle Le Côlon en vacances. Parce qu'ils sont liés. Et lorsque quelque chose arrive dans l'estomac, eh bien, l'estomac va envoyer un influx nerveux au côlon avec une information. Et le côlon, il va aimer ou pas aimer. Mais la plupart du temps, dans le cas de la rectocolite, par exemple, tout ce qui est boisson chaude, le matin à jeun, je ne recommande pas du tout lorsqu'on est en poussée. Ça va faire réagir le côlon. D'ailleurs, c'est un remède que je vais avoir tendance à recommander aux personnes qui souffrent de constipation chronique. Dans ce cas, alors à elles, je leur dis, oui, prenez plutôt un verre d'eau chaude le matin à jeun pour justement aller stimuler, pour aller réveiller le côlon. Mais nous, notre but, à toi et moi, c'est justement de ne pas réveiller le lion qui dort, ou bien d'endormir ce lion qui ne dort pas encore, qui est complètement en suractivité.
Donc, l'idée, c'est de leurrer le côlon et de lui donner l'espace nécessaire pour qu'il puisse se restaurer lui-même. Alors, c'est pas les boissons chaudes, je ne les recommande pas du tout le matin. Plutôt tempérées et pas en première ligne de champ. D'abord manger, on peut un peu s'humecter la bouche, surtout si on dort la bouche ouverte. Mais d'abord manger. Et même le repas, je dirais, alors dans un monde idéal, je recommanderais de jeûner le matin, même si, voilà, c'est pas, ça sert à rien de se mettre martel en tête qu'il faut grossir au moment de la poussée. Parce qu'en cherchant à tout prix à grossir, en fait, tu vas t'enflammer davantage. Donc c'est pas le bon calcul. Le bon calcul, c'est de se dire, je vais ménager mon côlon pour qu'il se restaure, pour qu'il soit à même de réabsorber la matière, les micronutriments, les vitamines et les minéraux pour que je puisse grossir assez vite après. Ça, c'est dans le bon ordre. Donc, dans un monde idéal, jeûner le matin. Et puis, si vraiment c'est trop ambitieux pour toi, si vraiment tu as faim, surtout si tu prends la cortisone, souvent quand on prend la cortisone, on a faim, c'est l'horreur. Et donc, dans ce cas, au moins de leurrer le côlon en retardant un peu plus le premier repas, comme ça il a quelques heures libres le matin quand tu passes de position horizontale à la position verticale. Là normalement il est déjà par défaut sur la défensive parce qu'il se dit voilà ça va arriver, je vais me recevoir une gifle quelque part, la nourriture va descendre et en fait rien descend, rien du tout. Et donc il va devoir s'occuper à faire autre chose que de se préparer à la digestion. Et c'est là où il se répare, envoyer le côlon en vacances. Après, il y a d'autres choses qui peuvent déclencher ce que j'appelle des envies afécales, c'est-à-dire des envies d'aller aux toilettes sans vraiment déféquer ou produire une selle. C'est souvent, on fait souvent du sang, on va saigner, on va lâcher quelques glaires, du mucus, et puis voilà, c'est très frustrant. Mais il y a des facteurs environnementaux qui déclenchent ces envies afécales. Elles surviennent pas comme ça au hasard. Alors, je ne les connais pas tous, je n'ai pas la liste exhaustive, mais je peux déjà te donner ceux que je connais jusqu'au jour d'aujourd'hui dans cette vidéo. Et parmi ces facteurs environnementaux qui vont déclencher, qui vont solliciter le côlon et qu'on peut éviter, eh bien déjà, il y a bizarrement les massages. Certains massages au niveau du bas du dos vont agir d'une certaine manière qui va faire que le côlon va être en mode défensif. Il va se mettre sur la défensive et il va falloir ou bien juste après le massage courir aux toilettes et tu vas te vider et quelque part tu vas pas garder ce que tu espérais garder, ou alors même pendant le massage ça peut donner envie d'aller aux toilettes. Et le but c'est d'éviter le plus possible ces envies afécales pour laisser le côlon se réparer, le laisser dormir. Donc ça, tu peux éviter les massages. En revanche, la position des mains pour du magnétisme, des choses comme ça, j'ai remarqué que ça marchait assez bien. Dans le sens où ça ne va pas déclencher des envies afécales. Au contraire, ça ne va pas stresser le côlon, ça va le poser. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. J'en parle dans la box Mon côlon calme, je montre un peu une technique. Mais pour résumer, tu peux demander à ton partenaire d'apposer ses mains avec un petit peu de l'huile. Ça peut être de l'huile de Juniper, c'est n'importe quoi, je suis même pas anglophone. De l'huile de baie de genièvre, voilà, berry. Ou bien tu peux mettre de l'huile de camomille, de l'huile de camomille romaine, de l'huile de lavande, de l'huile essentielle toujours. Au niveau du bas du côlon et juste caresser tout doucement ou apposer les mains, chauffer. Voilà, ça le fait pas réagir. L'acupuncture peut faire réagir aussi le côlon dans le mauvais sens du terme. Donc moi, je recommande pas forcément d'arrêter complètement l'acupuncture si ça te fait du bien, mais de bien demander à ton acupuncteur de ne pas cibler les méridiens qui passent par là. Je sais pas si c'est possible, mais je crois que c'est possible. Ou alors plutôt de faire l'acupressure en douceur. Enfin, une dernière indication qui est contre-intuitive, mais vraiment, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte Lara? Mais qui est vraiment vérifiée sur le terrain. Si jamais tu es fumeur en ce moment, eh bien n'arrête pas de fumer tant que tu es en poussée. Parce que l'ennui, c'est que la poussée peut s'aggraver. Alors, tu peux repousser à plus tard ton envie d'arrêter de fumer. Tu peux reporter la décision à quand tu seras vraiment guéri.
Mais dans ce cas, il faudra bien être suivi avec un hypnothérapeute ou vraiment bien y aller en douceur. Parce qu'il arrive que un mois après, entre 1 mois et 6 mois après l'arrêt du tabac, tu peux te remettre en poussée parce que le côlon est déshabitué à quelque chose qui... Et c'est pas le cas de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est le contraire, mais au niveau de la rectocolite, le côlon, il y a quelque chose dans la fumée ou dans le tabac qui calme, qui apaise la rectocolite. Je suis pas encore très claire sur quoi, et le jour où j'en saurai plus, j'hésiterai pas à faire une vidéo. Cela dit, si toi, tu as des pistes à suggérer, eh bien, tes commentaires sont les bienvenus en bas de la vidéo. Partage-nous tes expériences parce que ça permettra d'enrichir la discussion, si on peut appeler ça une discussion. Mais oui, l'idée c'est que moi je fournisse une base et que après les personnes qui sont directement concernées se sentent libres de venir étayer ce que je dis ou bien de donner simplement leurs sentiments ou partager leur expérience. Vraiment, c'est la bienvenue. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est rééducation du côlon. Et puis maintenant, pour tout ce qui est reprogrammation du côlon, eh bien, ne sous-estime pas cette dimension qui est tout aussi capitale. Selon moi, après, ce n'est que mon avis d'anthropologue et il y a peut-être d'autres anthropologues qui ne le partageraient d'ailleurs pas. Voilà, c'est juste mon sentiment. Je pense que si tu allies ces 3 piliers, ou en tout cas bien 2 piliers sur 3, tu peux arriver à de bons résultats avec la méthode Tilara. Et puis si tu te sens complètement perdu, ou si tu as envie d'être coaché, ou d'avoir un coaching émotionnel, dans ce cas, il n'y a pas comme moi. Tu peux toujours contacter Christophe, tu vas sur mon site, tu prends rendez-vous, mais tu dis voilà, je veux Christophe, je veux un coaching émotionnel avec Christophe. Et ça, c'est aussi c'est quelque chose qu'on met en place pour toi. Maintenant, il faut savoir que la cicatrisation, elle se fait pas en 5 jours. En revanche, en 5 jours, tu peux arrêter de saigner. C'est-à-dire que dans 5 jours, tu peux vivre ton premier jour sans saignement. C'est déjà arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, il y a des personnes qui témoignent sur mon site internet, www.tilara.com, tu peux le voir. Mais attention, ne t'y méprends pas. C'est pas parce qu'au jour 5, tu ne saignes plus que tu ne ressaigneras pas les jours d'après. La cicatrisation, il faut comprendre que c'est un processus qui prend un certain temps. C'est-à-dire qu'au début, ton sang, il est rouge vif. Ensuite, il va devenir un petit peu plus épais, un peu colmaté. Ensuite, il va produire dans tes selles, tu vas avoir un caillot de sang. Donc, quand tu arrives au stade caillot de sang, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vraiment, il y a coagulation. La plaie est en train de se ressouder gentiment. Elle peut craquer à tout moment. Si tu portes des charges lourdes, ça fait aussi partie en fait de la rééducation du côlon, c'est d'éviter les charges lourdes. Aussi, si tu portes des charges lourdes, voilà, ça peut sauter. La cicatrisation, c'est un processus qui passe par diverses étapes, notamment l'étape de la coagulation, l'étape où tu vas produire tes premiers caillots. Ensuite, ton sang, ça va plus être que des traces de sang dans les selles, après des traces de sang sur le papier. Puis après, en fait, les traces de sang, elles vont se transformer. Ton sang sera plus rouge, il va devenir rose. Et de plus en plus souvent, c'est pas linéaire. La guérison, elle n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des robots. Parce qu'il y a trop de facteurs environnementaux on peut pas tous les contrôler en même temps. Il suffit que, je sais pas, pour X raison, tu aies un appel avec un membre de ta famille qui te crispe. Quand on est en poussée, on a presque plus de perméabilité, on a plus d'imperméabilité intestinale, on devient perméable. Et donc, même des émotions vont nous faire, on va expérimenter des espèces de micro-contractions du côlon. Et ces micro-contractions, selon où elles vont se produire, peuvent réouvrir légèrement une plaie et refaire un peu saigner. Donc, c'est vraiment, il faut te comporter, il faut imaginer que tu portes en fait un plâtre qui cerne la ceinture pelvienne. Et si tu réalises un peu comme une femme enceinte qui énergétiquement elle protège en fait son ventre tout le temps, d'ailleurs elle a souvent la main, c'est pour caresser, mais c'est aussi pour y mettre un contact avec le fœtus, mais c'est aussi pour quelque part signifier socialement il y a quelque chose, on ne touche pas, c'est fragile. Il y a aussi ça, même si c'est plus inconscient, et quelque part c'est un petit peu pareil, tu portes en toi la guérison potentielle. Il ne faut pas y toucher, c'est en train de pousser. Ta guérison est en train de germer, elle est en train de pousser.
Voilà, il faut vraiment que tu protèges cette énergie qui est en train de se déployer chaque jour un peu plus. Et la guérison, c'est un peu comme le cours d'une bourse. Une bourse montante, elle monte. Alors, en plus, c'est n'importe quoi. Je suis pas tradeuse pour un sou. Mais c'est quand même une métaphore qui me vient souvent à l'esprit, même si on n'est pas trader, parce qu'une bourse, en fait, qui est montante, une action, pardon, une bourse, qui est montante, eh bien, elle va monter, mais en dents de scie. Hein, on est d'accord? Et donc, toi, quand tu te retrouveras là, dans cette redescente, en fait, tu n'auras pas la conscience que si tu prends du recul, en fait, non, tu es parti de là. Tu n'es pas dans la redescente, tu es toujours en train de monter, mais c'est la nature qui fait qu'on n'est pas des robots. Donc, on ne peut pas guérir de manière algorithmique, pure, avec une formule algébrique. On guérit, mais voilà, ça inclut certains facteurs qui, de temps en temps, viennent un petit peu compromettre la montée, mais c'est juste le temps, un court instant. Ensuite, ça continue de monter, d'accord? Donc, ne perds pas espoir. Si tu vois que il y a 3 semaines, c'était bien pire qu'aujourd'hui, c'est que tu es sur la bonne voie. Et n'oublie pas qu'il y a la supplémentation et certaines médications qui, lorsqu'elles sont complémentées avec la méthode Tilara, j'ai remarqué que c'était encore plus facile. Alors ça, c'est au gastro-entérologue de décider, évidemment. Mais de ce que j'ai remarqué moi, quand une personne est sous Pentasa, méthode Tilara et cortisone le temps d'un instant, eh bien, c'est vrai que ça se passe le plus facilement. Lorsqu'elle est juste sous cortisone et qu'elle ne fait pas la méthode Tilara, il y a ce risque qu'elle va se mettre à ressaigner lorsqu'elle aura sevré complètement. Les saignements risquent de réapparaître et du coup on va lui dire « Ah, mais alors il faut passer aux immunosuppresseurs » ou pire, il faut passer à la résection du côlon. Donc voilà, ne perds pas espoir et s'il y a quoi que ce soit, message, commentaire, question, remarque, laisse la trace de ton passage en bas. Merci pour ton écoute. J'espère avoir été claire et je te souhaite de bien prendre soin de toi et de ton côlon. À bientôt.